On va réfléchir ensemble sur une question qu'on rencontre assez souvent. La question suivante, qu'est-ce que c'est que perdre son temps? Alors, perdre son temps, c'est d'abord un sentiment qu'on peut avoir quand on consacre beaucoup de temps à des choses, soit qui ne nous intéressent pas et qu'on nous impose, soit qui nous paraissent inutiles ou qui ont l'air de mener nulle part. C'est-à-dire, j'ai beau y consacrer du temps, ça a l'air d'être totalement inutile, vain, et donc j'ai le sentiment de vraiment perdre mon temps. Mais c'est aussi parfois les autres qui me disent que je suis en train de perdre mon temps. Ça peut être des adultes, des parents, mais aussi des amis qui, vont juger certaines de mes activités, qui vont dire que je suis en train de perdre mon temps, sur les réseaux sociaux, devant cette émission de télé, à jouer aux jeux vidéo, ou que je perds mon temps avec ce groupe d'amis, ou avec cette nouvelle relation amoureuse. Donc les autres auront toujours un jugement à porter sur ce que je fais, un jugement négatif. Quand on dit à quelqu'un qui perd son temps, on est souvent en train de juger négativement l'activité à laquelle il consacre du temps. Et il y a parfois un écart entre ce que nous éprouvons, c'est-à-dire que c'est une relation importante ou que c'est un divertissement agréable ou que cette émission est passionnante, un écart entre ce qu'on éprouve et les jugements extérieurs qui nous disent que, c'est complètement futile, que c'est du temps gaspillé et cetera. Alors qui a raison? Qui peut dire que je perds mon temps? Moi-même, quand j'ai l'impression de perdre mon temps, peut-être que je n'ai pas les moyens d'évaluer si vraiment, à long terme, j'aurais perdu mon temps. Si je m'ennuie en cours de maths, je peux avoir le sentiment de perdre un temps précieux et pourtant peut-être que plus tard je comprendrai que ce temps était nécessaire. En tout cas, mon professeur en est persuadé. Il est persuadé, lui, que ces connaissances sont utiles, que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Quand je regarde les 6 saisons d'affilée d'une série télévisée, mes parents peuvent avoir le sentiment que je perds mon temps. C'est du temps perdu à leurs yeux, mais c'est peut-être ce qui plus tard me donnera l'envie de devenir scénariste. C'est peut-être dans ce temps qui leur semble un temps perdu, gaspillé, gâché, que je découvre quelque chose qui pour moi sera plus tard central. Donc, qui peut dire avec certitude que le temps que je consacre à certaines activités est un temps perdu? Il faudrait pouvoir se projeter pour identifier ce qui, à l'avenir, me sera utile ou non. Or, qui peut prédire ce qui se passera? On sait bien à quel point l'avenir est impossible à prédire. De manière plus générale, la question qu'est-ce que perdre son temps nous interroge sur l'usage que nous faisons de notre temps. Et on peut se demander, pour répondre parfois à certains jugements négatifs des autres, si il faut nécessairement que le temps qu'on passe soit utile, qu'il soit rentable. Est-ce que nous n'avons pas parfois besoin de perdre du temps? Est-ce qu'il n'est pas parfois nécessaire de perdre son temps? Alors, vous le savez bien, il y a 2 sens à cette expression. Soit on peut être, comme on l'a dit précédemment, occupé à faire des choses dont les résultats ou les effets ne nous paraissent pas évidents, pas flagrants. On a vraiment l'impression de faire quelque chose qui ne sert à rien. La nécessité de cette, occupation ou de cette action ne nous apparaît pas. Mais perdre son temps, c'est aussi, paresser, ne rien faire, laisser le temps passer sans en faire quelque chose, sans essayer de le rentabiliser. Or, ce plaisir de la paresse, ce moment où on perd son temps, on le laisse filer, sans rien en faire. En quoi est-ce qu'il serait condamnable? Au nom de quoi on peut dire que ce rapport très passif au temps, qu'on laisse s'écouler tranquillement, ce serait finalement une attitude qui serait plus mauvaise qu'une autre. Et si l'on va plus loin, on peut même défendre l'idée qu'on a besoin de moments où l'on ne fait rien, qu'on a besoin de moments de vide, d'ennui, parce qu'en réalité, ce sont aussi des moments où la réflexion qui se met à rêver, à divaguer, à imaginer, est peut-être la plus créatrice, la plus innovante, la plus originale. Peut-être que ces moments de vide ou d'ennui sont en réalité beaucoup plus riches qu'ils n'en ont l'air apparemment. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, c'est presque un luxe de pouvoir perdre son temps, de pouvoir s'accorder des moments
où le temps n'est pas en train d'être rentabilisé, où il n'est pas consacré à un objectif précis, où il ne doit pas déboucher sur une réalisation particulière. Et ce luxe, on peut se demander comment, d'une certaine manière, on se le réapproprie. Donc, on va s'accorder là, ensemble, un petit moment pour réfléchir à ce que c'est que perdre son temps et peut-être changer notre point de vue sur ce qui apparemment paraît être du temps perdu, changer notre point de vue sur ce que serait que d'être paresseux. Alors, le premier philosophe qui va nous accompagner, c'est un philosophe qui naît en l'an 4 avant Jésus-Christ et qui meurt en 65 après Jésus-Christ. C'est un philosophe qui appartient au courant des stoïciens. C'est un philosophe de l'Antiquité. Et il écrit un tout petit livre qui s'intitule De la brièveté de la vie. Or, ce que nous dit Sénèque en très peu de pages, c'est un texte très facile à lire, je vous le recommande. Ce qu'il nous dit en très peu de pages, ce n'est pas que notre vie est brève, contrairement au titre de l'ouvrage. Ce titre est une espèce de piège. C'est pas que la vie est brève, c'est que c'est nous qui finalement perdons tant de temps que nous avons le sentiment qu'elle est brève. Autrement dit, la question que pose Sénèque, c'est pourquoi perdons-nous dans notre vie autant de temps? Ce n'est pas, dit Sénèque, que nous disposions de peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. Pourquoi? Nous ne savons pas faire un bon usage du temps. Sénèque dit encore, la vie n'est pas brève, nous la rendons brève, nous la gaspillons. Il faut donc apprendre à disposer de notre temps comme on dispose d'autres ressources. Il faut concevoir le temps comme nous concevons, par exemple, notre rapport à ce que nous possédons. Nous sommes attentifs avec ce que nous possédons, à ne pas les perdre. Pourquoi alors sommes-nous si étourdis face à ce capital qui est finalement celui qui est le plus précieux pour nous, dit Sénèque, c'est-à-dire le temps dont on dispose. Sénèque dit que beaucoup de gens sont la tête sous l'eau. C'est intéressant parce que cette expression je suis sous l'eau, je suis débordé, on l'emploie encore aujourd'hui. Mais déjà, sous l'Antiquité, on voit des individus qui ont le sentiment de manquer de temps, qui n'ont jamais, dit Sénèque, assez de temps pour se consacrer à eux-mêmes. Ce temps pour soi, c'est pas seulement une question qui se pose aujourd'hui, c'est une question qui existe depuis toujours, c'est-à-dire les hommes ont tendance, et les femmes évidemment, à laisser les autres leur accaparer leur temps. Alors que je devrais, dit Sénèque, regarder le temps dont je dispose comme mon patrimoine, je devrais le garder jalousement. Après tout, chacun sait très bien où il en est de son argent. Chacun sait à peu près combien il possède. Et on est attentif à ne pas trop dilapider cet argent qui est le nôtre. Eh bien, dit Sénèque, on devrait aussi être comptable avec notre propre temps. On devrait être aussi attentif aux minutes qu'on perd à bavarder de choses inutiles, à essayer de convaincre quelqu'un qui ne changera jamais d'avis. Il faudrait qu'on soit capable donc de cesser de perdre ces minutes précieuses à des tâches ou à des relations ou à des occupations qui sont vaines, qui sont inutiles. Sénèque nous enjoint donc à faire le bilan de notre vie. Alors vous êtes un peu jeune pour le faire, mais il nous propose de faire le bilan du temps qu'on a perdu dans notre existence. Et même s'il écrit ce texte il y a longtemps, c'est toujours très actuel. Il dit la chose suivante. Calcule combien de temps tu as perdu à cause d'une amie, d'un patron, d'un client. Combien de temps tu as perdu à te disputer, à te mettre en colère, à parcourir Rome dans tous les sens pour satisfaire à tes obligations. Autrement dit, le temps qu'on a perdu dans des relations qui sont vaines, dans des déplacements sans doute inutiles, dans des disputes qui ne changent rien. Rappelle-toi combien de temps tu as perdu en un chagrin dérisoire, une joie stupide, une passion dévorante, une fréquentation intéressée. Autrement dit, quels sont tous les moments où, au fur et à mesure de notre existence, on a laissé filer un temps si précieux. Quel est notre problème, dit Sénèque? Nous vivons comme si nous étions immortels.
Et si nous étions plus lucides sur ce caractère précieux du temps, peut-être qu'un certain nombre de nos relations, de nos actions, seraient immédiatement, effacées de notre, emploi du temps. L'autre problème, l'autre raison pour laquelle on perd du temps, c'est qu'on ne sait pas se fixer sur un même désir. C'est l'expression qu'emploie Sénèque. Se fixer sur un même désir, ça veut dire quoi? On n'est pas capable de faire des choses qui durent. On a du mal à rester dans une forme de continuité. Sénèque dit que les gens qui perdent du temps, ce sont les gens qui papillonnent de plaisir en plaisir, d'activité à une autre, sans jamais faire les choses à fond et jusqu'au bout. Et ça, c'est vrai à l'époque de Sénèque, mais il me semble que c'est encore plus vrai aujourd'hui à notre époque, où effectivement, on passe très vite d'un support à l'autre, d'une activité à l'autre. On est toujours en train de zapper d'une chose à l'autre et finalement, on ne fait jamais rien dans la durée, dans la continuité. Et finalement, le temps qu'on a employé à commencer à regarder cette vidéo sans voir la fin, à commencer à lire ce passage sans non plus aller jusqu'au bout, tous ces temps-là sont des temps qui sont perdus. Et l'autre raison pour laquelle je perds mon temps, c'est que je ne suis même pas capable de vivre celui dans lequel je me trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Sénèque donne un exemple très simple. Il dit: «Je perds ma journée à attendre la nuit et je perds la nuit à redouter l'aurore». Quel que soit le temps dans lequel je me trouve, la journée ou la nuit, je suis toujours en train d'anticiper sur le temps d'après. Je suis toujours en train de me projeter dans ce qui est à venir. Et cette projection, cette anticipation, le fait que mon esprit soit toujours vers ce qui viendra et non pas vers ce qui est, eh bien cette anticipation me rend incapable de profiter du moment présent. J'ai tellement peur que quelque chose cesse que je ne suis même pas capable de goûter au plaisir de cette chose que je suis en train de vivre. Cette idée, notre incapacité à vraiment profiter du présent, elle est reprise plus tard, au XVIIe siècle, par un penseur français et aussi un mathématicien qui s'appelle Pascal, Blaise Pascal. Pascal écrit tout un tas de petites remarques, des pensées. Donc ce sont des petits fragments qui vont être collectés ensemble et qui vont être regroupés dans son ouvrage, un de ses ouvrages philosophiques principaux qui s'appelle Pensée au pluriel. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne tenons jamais au présent. On n'est pas capable d'être dans le présent. Nous anticipons toujours l'avenir comme trop lent à venir. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes impatients. Nous voudrions accélérer le temps, surtout quand on est jeune. On voudrait que les choses aillent plus vite. Soit nous sommes toujours en train de tendre vers l'avenir, tourner vers l'avenir, on voudrait savoir ce qui va arriver, soit nous sommes en train de nous rappeler le passé. Finalement, nous sommes incapables de penser au temps qui nous appartient, dit Pascal. On ne pense presque jamais au présent. Et finalement, dit Pascal, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. On perd notre temps car on ne sait pas profiter du présent. Déjà, des philosophes qu'on appelle les épicuriens nous donnaient le conseil de réussir à profiter du moment présent. C'est une expression, ils reprennent une expression d'un poète latin qui s'appelle Horace, qui disait cueille le jour, c'est-à-dire profite du moment présent. Et cette expression latine, vous l'avez peut-être déjà rencontrée ailleurs, c'est carpe diem. Essaye de profiter à fond du moment présent. C'est donc parce qu'on est toujours en train de se projeter dans l'avenir, en train de penser à l'instant d'après, qu'on perd son temps. Et parfois, vous avez déjà sans doute eu un autre sentiment, qui est d'être nostalgique d'un temps qu'on a perdu. Même si vous êtes jeune, vous pouvez avoir le sentiment que vous n'avez pas profité d'un moment du passé, parce que vous ne réalisiez pas à ce moment-là à quel point ce moment était agréable, était joyeux. Quand on parle du temps perdu, on parle aussi du temps qu'on regrette, du temps qu'on aimerait revivre ou qu'on aimerait rejouer. Il y a plusieurs raisons de regretter un temps passé sur lequel on ne peut pas revenir. C'est soit parce qu'il a été heureux et on s'en rend compte rétrospectivement une fois qu'il est passé, soit parce qu'on aimerait le changer. On aimerait faire la touche rewind et rejouer ce moment-là pour ne pas dire ce qu'on a dit, pour ne pas réagir comme on a réagi. On aimerait pouvoir corriger le temps passé et il est perdu au sens où il est irréversible. Je ne peux pas corriger ce qui a déjà existé.
Et c'est aussi ce qu'on a perdu avec ce temps perdu qu'on peut regretter. Ceux qui ont disparu, et ceux qui sont, désormais hors de ma portée. Donc le temps perdu, c'est parfois un temps nostalgique. Le temps perdu, c'est ce qui a inspiré un grand romancier du XXe siècle, un romancier français qui s'appelle Marcel Proust. Il écrit toute une œuvre, des milliers de pages autour, d'un thème qu'il intitule «La recherche du temps perdu». L'œuvre de Proust s'intitule «À la recherche du temps perdu». Et ce temps qui est perdu, je peux malgré tout le retrouver. Parfois, il peut ressurgir. D'abord, je peux le faire réapparaître dans un travail artistique d'écriture, mais je peux aussi, si je suis pas un grand artiste, un grand romancier, noter les choses importantes de ma vie que je serais content de retrouver plus tard en rouvrant un cahier ou en relisant des notes que j'ai prises sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Se souvenir du temps passé, eh bien, ça peut être possible grâce à ces moments où je les inscris par l'écriture, par la photographie, par le film, sur un support qui va durer au-delà de ce moment-là. Et puis parfois, le temps perdu ressurgit de manière inattendue parce que certaines choses vont être comme des condensés du passé, comme des boîtes de mémoire, comme des capsules de temps passé. Et pour Proust, en particulier, ce qui fait ressurgir des moments du passé, ce sont parfois des goûts qui sont associés à l'enfance ou des sentiments, des sensations. Et vous savez très bien qu'il va y avoir des goûts, par exemple de gâteaux ou de fruits ou des, des odeurs, des parfums qui vont être liés à des souvenirs de l'enfance et qui vont, quand vous les rencontrez un peu par hasard, faire ressurgir malgré vous tout un tas de souvenirs. Si vous allez chercher dans des vieux cartons, des jouets, des livres ou des photos de votre enfance, si vous êtes surpris par la musique d'un dessin animé que vous écoutiez, que vous regardiez à l'époque, ou par une musique qui est associée à des souvenirs d'enfance, eh bien, on va voir ressurgir tous ces souvenirs comme s'ils sortaient un peu d'une malle virtuelle. Et le temps qu'on croyait disparu ou perdu va comme ça ressurgir de choses qui sont comme finalement des coffres dans lesquels les souvenirs sont enfermés. Et puis parfois, ce sont les autres, nos parents, nos grands-parents, qui sont là pour nous restituer ce temps qu'on a perdu parce qu'on l'a oublié, mais dont eux ont conservé la mémoire. Le temps perdu, vous le savez bien, c'est aussi le temps dont on aurait aimé faire autre chose. C'est le temps qui nous paraît perdu par comparaison à ce qu'on avait imaginé faire. Et en ce moment, vous avez tous eu ce sentiment d'avoir perdu votre temps parce que vous étiez privé de la possibilité de l'utiliser comme vous aviez prévu. Vous aviez peut-être, ces derniers mois, ces dernières semaines, prévu de faire des choses qui pouvaient être excitantes, qui pouvaient être joyeuses, et ces choses ont été annulées. Annulées par les contraintes de la situation qui a été créée par le virus. Cette situation de confinement que nous avons vécue, et dont vous êtes, au moment où vous regardez cette vidéo, je l'espère, sortis, cette situation, ça a été pour nous tous, un moment ou un autre, le sentiment très fort de perdre son temps, de s'ennuyer chez soi, le sentiment que le temps ne passe pas, le sentiment qu'on le perd parce qu'on aurait pu le passer à faire toute autre chose. Et parfois même aller à l'école nous semblait être quelque chose de plus réjouissant que de rester dans ce temps contraint, ce temps où tout a l'air de ralentir et où nous-mêmes parfois on peut avoir eu le sentiment d'être ralenti. Pourquoi? Parce que tout au début, ce temps-là, suspendu, effrayant, anormal, bizarre, peut nous avoir donné l'impression qu'il était mis sur pause, et que nous-mêmes nous étions mis sur pause. C'est ce qu'on appelle, dans un certain vocabulaire, un moment de sidération. On est comme figé. On n'arrive plus à penser, à réfléchir. On est comme paralysé psychologiquement par une situation totalement inédite, extraordinaire au sens où jamais on ne l'a vécue. Elle est en dehors de notre vie ordinaire. Et pendant ce temps, vous avez pu avoir le sentiment
d'être incapable. Incapable de faire même les choses qu'on faisait habituellement, incapable de penser à autre chose, incapable de profiter de ce temps qui était un temps libre inespéré. Il n'est pas sûr que vous ayez réussi à profiter de ce temps. Ben, c'est presque normal parce que ce temps-là exceptionnel, ce temps contraint, c'est un temps en fait où on n'était pas en train de rien faire, on était en train d'attendre. On était suspendu à la parole qui dirait: «Ce confinement va s'arrêter». On était suspendu à l'annonce d'une date et tous les temps qui sont contraints de cette manière, tous les temps, on est dans l'attente d'une décision importante. Par exemple, les résultats d'un examen, d'un concours, les résultats d'examens médicaux ou quand on attend tout simplement la réponse de quelqu'un, qu'on aime et dont on appréhende, la réponse. Et bien ce temps de suspension, qui est le temps de l'attente, c'est souvent un temps précisément dont on ne peut rien faire. Un temps qui absorbe toutes nos pensées, heu, dans une forme d'obsession qui réquisitionne notre attention et cette suspension, cette incapacité qui est la nôtre de faire autre chose, dit quelque chose de la gravité et ou de l'importance de ce moment. Dans tous les moments d'épreuve de la vie, on peut avoir ce sentiment qu'on ne peut rien faire de ce temps, parce que l'attente nous absorbe tellement qu'on est incapable de nous concentrer ou d'accorder notre attention à autre chose. On peut dire qu'il y a 2 formes de ce temps suspendu. C'est soit celui de l'attente angoissée ou en tout cas inquiète, qui, a besoin de savoir ce qui va se passer. Soit, heureusement, il y a une forme plus agréable du temps suspendu, c'est le temps du plaisir, où je suis tout entier dans ce moment présent, incapable de penser à autre chose, je ne m'échappe ni vers le passé ni vers l'avenir. Je suis dans le fait de profiter pleinement de ce plaisir-là. Évidemment, dans la période, qu'on vient de traverser, on a pu plutôt ressentir ce sentiment d'inquiétude, d'angoisse et de ralentissement. Mais ce ralentissement lui-même, il était peut-être pas uniquement négatif. Peut-être que c'était finalement agréable de ne plus avoir se lever systématiquement très tôt, de ne plus avoir besoin de se dépêcher. Peut-être qu'il y a un certain plaisir à ralentir ou tout au moins à faire les choses enfin à notre rythme sans que le monde extérieur, en tout cas sans qu'un certain nombre, heu, de rythmes ou de contraintes extérieures, nous soient imposées dans le détail de notre journée. Donc on a pu connaître ce moment, on était assez tranquille, assez content de faire les choses à notre rythme. Mais on a aussi assez vite découvert la difficulté de s'obliger soi-même, de s'imposer soi-même un rythme, un emploi du temps. Parfois, il est plus facile d'obéir aux contraintes qu'on nous impose, l'emploi du temps fixé par exemple par l'école, que d'être soi-même le maître du temps. D'être soi-même celui qui décide quand on va s'obliger, heu, par exemple à faire les devoirs, qu'on nous communique virtuellement. C'est pas si facile d'être, soi-même, celui qui organise son propre emploi du temps. On a tendance, vous le savez bien, à repousser les choses à plus tard. Mais ce que vous pourrez vous demander, quand vous serez sorti de cette situation de confinement ou maintenant que vous en êtes sorti, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez quand vous regardez cette vidéo, vous pourrez vous demander ce que vous regrettez de ce rapport au temps très particulier que vous avez eu, pendant ce long moment où nous étions confinés. Vous pourrez vous demander ce que vous aurez appris, ce que vous aurez conclu de cette différence entre 2 rapports au temps. Est-ce que ça vous a donné envie de modifier la manière dont vous organisez vous-même votre temps libre? Qu'est-ce qui était agréable ou désagréable dans ce temps exceptionnel? Qu'est-ce qui était agréable dans votre propre rapport au temps, mais aussi dans celui que vous pouvez observer, par exemple, chez vos proches, vos parents, vos frères et sœurs? Est-ce que ça pourrait pas être bien, est-ce que c'est pas ça qu'on peut retenir, de ralentir un peu? Est-ce que notre vie n'est pas un peu trop rapide? Cette idée, c'est un sentiment que beaucoup de gens partagent, mais c'est aussi une idée qui a été approfondie par un chercheur allemand il y a quelques années. Ce chercheur s'appelle Hartmut Rosa
et il écrit un gros livre qui s'intitule Accélération. Dans cet ouvrage, Hartmut Rosa, qui est sociologue, c'est-à-dire il observe la manière dont notre société fonctionne, revient sur le sentiment que les adultes formulent souvent de ne plus avoir de temps, d'être débordés, d'être sous l'eau, de ne plus réussir à faire ce qu'ils veulent, d'être toujours très pressés. Et combien de fois vous avez entendu dépêche-toi, on est en retard, etc. Donc le sentiment qui domine dans nos sociétés contemporaines, c'est le sentiment, dit Rosa, d'être en pénurie de ressources temporelles. Alors des ressources temporelles, c'est une drôle d'expression, mais ce qu'il dit bien, c'est que le temps, c'est aussi une ressource. Et que dans notre société contemporaine, ces ressources sont en train de se raréfier. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons. Nous avons comme perception le sentiment que le temps s'écoule plus vite qu'auparavant. Évidemment, c'est complètement subjectif. C'est-à-dire, le temps s'écoule toujours à la même vitesse. Mais pourtant, nous avons l'impression que le temps s'est accéléré. Cette impression, elle se traduit par différents sentiments de stress, d'urgence, ou encore, dit Rosa, le sentiment que le temps est déchaîné. On a l'impression que la vie s'est accélérée, qu'on a de moins en moins de temps pour faire les choses. Et de fait, c'est vrai, les statistiques le montrent. On prend par exemple de moins en moins de temps pour déjeuner. C'est comme s'il fallait tout faire plus vite. Comme si sur chaque action, il fallait changer de vitesse, passer à une vitesse supérieure. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des instruments technologiques qui eux-mêmes vont de plus en plus vite. Et au lieu d'adapter les instruments à l'homme, on demande à l'homme de s'adapter aux instruments technologiques. Autrement dit, si la machine peut m'envoyer un mail en quelques fractions de secondes, il faudrait d'une certaine manière que ma réponse, elle aussi, soit rapide. Il y a quelques décennies encore, on s'envoyait des courriers qui pouvaient mettre plusieurs jours à arriver, et on avait tout à fait le droit de prendre plusieurs jours pour y répondre. Quel était l'avantage? L'avantage, c'est qu'on prenait le temps de réfléchir à sa réponse. Quand vous répondez spontanément un SMS, ça vous est déjà arrivé. Parfois, vous répondez, non pas en réfléchissant, mais en fonction du sentiment que vous éprouvez. Ce qui n'est pas forcément très mal, parce que parfois, vous allez aggraver quelque chose qui peut être un simple malentendu, envenimer la dispute. Et donc, cette accélération du temps, elle est loin d'être uniquement positive. Elle a des effets qui sont des effets parfois dangereux au sein de la communication entre les individus. Ce qu'il y a aussi de propre à notre société, c'est ce que Rosa appelle la tyrannie de l'instant. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait profiter du moment présent. Aujourd'hui, le rapport à l'instant, il est tout à fait différent. Il faut qu'on soit capable de répondre immédiatement, dans la seconde, d'être joignable à tout instant. Et il faut en plus qu'on soit capable de faire plusieurs choses à la fois. Les actions, dit Rosa, se chevauchent. Or, on n'est pas si doué que ça. Faire plusieurs choses à la fois, ça veut souvent dire toutes mal les faire. Et puis, notre vocabulaire est devenu le vocabulaire d'une urgence, qui est une urgence factice. On sait aujourd'hui ce que c'est que l'urgence. L'urgence, c'est quand une vie est en danger. Mais si vous regardez le vocabulaire de tous les jours, dans le domaine du travail, on va parler de deadline, et vous entendez ce que ça veut dire, hein, deadline en anglais, c'est une ligne de mort. Donc on a bien cette idée d'une urgence vitale. Or, c'est pas vital de rendre un dossier un jour ou le lendemain. Alors que dans des cas d'urgence vitale, là, on peut parler de la nécessité de faire le plus vite possible. Donc, notre monde, finalement, nous fait croire à de l'urgence là où peut-être il n'y en a pas. Et parce qu'il nous demande de tout faire en même temps, il nous fait oublier ce que c'est que faire bien les choses, c'est-à-dire les faire dans la durée et dans la continuité. Et c'est seulement quand je fais quelque chose en la déroulant, sans faire autre chose en même temps, sans penser à autre chose en même temps, que je vais donner au temps que je passe sur cette chose une certaine épaisseur, une certaine densité. Et dans un passage de son texte, Hartmut Rosa cite un roman d'un romancier allemand. Ce roman s'intitule La montagne magique et le romancier, c'est Thomas Mann. Ce texte date de 1924. Et dans ce roman, Thomas Mann dit la chose suivante.
Un temps rempli d'expériences variées et originales semble passer rapidement, mais il semble avoir été long lorsqu'on se le rappelle. Quand vous avez passé, un moment dense avec, beaucoup d'occupations, beaucoup de sentiments, quand vous le vivez, il passe très vite, mais quand vous vous en souvenez, il a l'air d'avoir été assez long. Et à l'inverse, et là vous voyez que ça va nous parler, un laps de temps vide d'expérience semble passer lentement, mais paraît rétrospectivement très bref. Donc dans quelques mois, quand vous vous rappellerez, le moment du confinement, demandez-vous si vous avez l'impression que ça a été très long ou que ça a été très bref. Et peut-être que vous comprendrez ce qu'on appelle le paradoxe du temps subjectif, mais en fait vous l'avez déjà éprouvé. Le paradoxe du temps subjectif, c'est-à-dire du temps tel que je le vis, c'est que quelque chose qui a été intense, même s'il a été bref, donne l'impression d'avoir été plus long que quelque chose qui a été vide, même si ce moment-là a été objectivement un temps plus long. Donc le paradoxe du temps subjectif, c'est en fonction de l'intensité et la densité du vécu qu'un temps nous paraît long ou court. Mais ça, vous l'avez déjà expérimenté. La question qu'on va être amené à se poser, c'est de savoir s'il ne faut pas, à l'avenir, garder en tête l'idée que cette accélération de notre monde, il faut peut-être tenter d'y résister. Hartmut Rosa dit qu'il faudrait réussir à créer des petites oasis de décélération, des moments dans notre vie où on décélère, où on s'autorise à prendre du temps, même si on ne fait rien d'a priori utile ou de nécessaire. Et il y a un philosophe de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, un philosophe français qui s'appelle Henri Bergson, qui va faire l'éloge de ces moments de distraction, des moments où, a priori, vu de l'extérieur, on perd notre temps. Ce sont en fait des moments où on libère notre esprit de ses préoccupations habituelles. On le laisse divaguer, rêver, on lui autorise la distraction. On sort de notre ligne droite de notre vie quotidienne. On dévie, on dérive. Et cette dérive, dit Bergson, elle est créatrice. Dans cette dérive, on observe le monde autrement. Notre regard est moins intéressé, c'est-à-dire il est moins focalisé sur les choses qui me seront utiles pour faire ce que je dois faire aujourd'hui. Il se pose de manière un peu aléatoire sur le monde autour de nous. Et paradoxalement, c'est le fait de changer de regard qui va produire en moi des perceptions différentes, des idées différentes, donc qui va me rendre plus créateur. Et finalement, ce temps qui a l'air d'être perdu, c'est peut-être un temps qui en moi suscite des potentialités créatrices extrêmement neuves, inédites, euh, et peut-être nécessaires pour redonner un élan à mon existence. Et les psychologues disent que c'est une bonne chose de laisser les enfants s'ennuyer, rêver, développer leur imaginaire, que ces moments qui ont l'air d'être du temps perdu sont en fait beaucoup moins perdus qu'on le croit, puisqu'ils développent des facultés mentales de projection, d'imagination, d'invention, qui par la suite leur seront utiles. Donc il faut peut-être s'autoriser à prendre son temps. Vous voyez bien que parfois, ce qui a l'air d'être une perte de temps est en fait le simple fait de prendre son temps pour bien faire les choses. Quand j'essaie de faire les choses en les accélérant, parfois je les dénature, voire je les rate. Si j'essaie de faire cuire plus vite mon gâteau en mettant le four à un thermostat plus élevé, je risque juste qu'il soit brûlé à l'extérieur et encore liquide au milieu. Donc, il y a un temps spécifique pour les choses. Chaque espèce animale, par exemple, a un temps spécifique de gestation où vous ne pouvez pas accélérer le temps de développement d'un fœtus animal ou humain. De la même manière, vous ne pouvez pas apprendre une nouvelle langue en 2 jours ou un instrument de musique. Chaque action a d'une certaine manière son temps propre. Quand on les accélère, parfois, on, on va nécessairement à l'échec. Et il y a des actions qui demandent non seulement un temps long, comme l'apprentissage, le soin, mais qui demandent aussi de la répétition. Et parfois, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que je répète indéfiniment la même chose. Ça fait 100 fois que je joue ce morceau de musique, j'arrive toujours pas à le faire sans me tromper, que j'essaye d'enchaîner, c'est le même pas,
que j'apprends ces mêmes vers d'une poésie et je n'y arrive pas. Là, j'ai le sentiment de perdre mon temps. Mais ce temps qui a l'air perdu est en fait un temps qui me transforme intérieurement sans que je me rende compte. Cette répétition va faire que les gestes vont devenir peu à peu de plus en plus familiers. Sans m'en rendre compte, je les intériorise. Et ils vont bientôt être prêts en moi avant même que j'y pense. Je n'aurai plus besoin d'y réfléchir. C'est ça la vertu de la répétition, c'est qu'elle crée en moi une continuité intérieure entre des éléments que je faisais d'abord séparément les uns après les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose en moi va anticiper la note à venir, le pas à faire, le vers à prononcer. Progressivement, les choses se font en moi, presque sans moi, avec de plus en plus de facilité et d'aisance. Là où j'avais l'impression de perdre mon temps, quelque chose travaillait en moi, s'installait en moi, une capacité de plus en plus autonome et de plus en plus irréfléchie, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de ma réflexion, de ma concentration, de mon attention. Quelque chose se mettait en place en moi comme une puissance involontaire. Involontaire, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus de ma volonté. Cette expression de puissance involontaire, elle est proposée par un philosophe du XXe siècle, un philosophe français, qui s'appelle Paul Ricoeur. Il dit que la vertu de la répétition, qui crée de l'habitude, c'est qu'elle instaure en moi une puissance involontaire, irréfléchie, comme presque autonome, qui fait d'une certaine manière les choses à ma place. Et c'est ainsi que vous avez appris à marcher, à parler, à écrire et que vous n'avez plus besoin maintenant de le faire. Mais si vous vous cassez la jambe ou le poignet, que vous devez réapprendre à marcher ou à écrire, là vous vous souvenez à quel point eh bien, il a fallu lentement répéter inlassablement les mêmes gestes en ayant l'impression que ça prenait un temps fou, en étant frustré de cette lenteur et pourtant vous avez compris que cette répétition permet de développer en soi une habitude comme une seconde nature qui fait que par la suite, je pourrais retrouver la spontanéité et le caractère presque automatique de ces gestes. Donc il y a bien quelque chose qui peut se créer en moi sans même que je m'en rende nécessairement compte sur le moment, dans des moments que j'ai l'impression de perdre. Donc finalement, savoir si on perd son temps, c'est pas si simple. Peut-être qu'il y a que nous qui pouvons vraiment en juger. Peut-être que l'effet produit sur moi, par ce temps soi-disant perdu, est un bon critère pour savoir si je le perds. Si un temps produit en moi de l'apaisement, de la joie, des nouvelles envies, une excitation heureuse, alors il est sans doute pas perdu. S'il est l'expression d'un chagrin, d'une tristesse, d'un questionnement autour d'une préoccupation importante, il est sans doute nécessaire. Parfois, j'ai besoin de temps pour cicatriser une blessure. Eh bien, psychologiquement, c'est la même chose. Parfois, il faut du temps. On a l'impression que c'est du temps perdu, mais il est nécessaire pour se réparer intérieurement. Donc, ce rapport qu'on a chacun à notre temps, vous voyez qu'il est pris entre deux pôles. Le pôle de la société qui nous pousse à accélérer sans cesse, qui est obsédé par l'idée de gagner du temps, de le rentabiliser, d'en faire quelque chose, de produire des choses pendant ce temps. Et vous avez vu comment on nous a incité à faire des choses pendant ce temps de confinement, à apprendre une nouvelle langue, à faire du yoga, de la méditation, à écrire un roman, etc. Et puis de l'autre côté, une appréhension intérieure, un sentiment intérieur de l'intérêt, la joie ou le plaisir que je peux prendre dans certains cas à perdre du temps, qui est peut-être tout simplement le fait de prendre son temps, de ne pas se précipiter, qui est finalement une vertu philosophique, se donner le temps de faire les choses avec approfondissement et avec réflexion. C'est aussi ce à quoi nous encourageait, vous en souvenez, Sénèque tout à l'heure. Donc tout à l'heure, quand on vous a proposé de visionner cette petite conférence, vous vous êtes sans doute dit que vous alliez justement perdre du temps. Vous allez vous demander à quoi cela pouvait vous servir. Et vous étiez déjà face à ce qu'on appelle en philosophie un paradoxe, l'idée de perdre du temps à écouter une conférence sur le fait de perdre du temps. Et pourtant, j'espère que ce temps n'a pas été complètement perdu et que vous saurez désormais mieux pourquoi il est parfois nécessaire et peut-être même très malin d'avoir perdu son temps. Merci donc d'avoir perdu un peu de votre temps avec moi aujourd'hui.